Je vais à présent dire un bref mot, présenter brièvement notre orateur, donc, qui est Gilbert Achcar, qui est chercheur, donc franco-libanais, écrivain, qui est professeur émérite à l'école des hautes études, des études orientales et africaines de l'Université de Londres. Voilà, donc Gilbert est un spécialiste du monde arabe. Il a notamment écrit un ouvrage, Les Arabes et la Shoah, des questions aussi de l'antisémitisme, du conflit israélo-palestinien. Après, tu as aussi écrit un ouvrage sur l'héritage d'Ernest Mandel, donc tu as aussi d'autres... dirigé, ok. Tu as d'autres cordes à ton arc, mais ici, nous avons le plaisir de te recevoir à propos donc, de ton dernier ouvrage, Gaza, génocide annoncé, un tournant dans l'histoire mondiale, donc qui vient de paraître en 2026 aux éditions 2025, pardon, aux éditions La Dispute. Voilà, donc nous te proposons de présenter ton ouvrage, on va dire pendant une quarantaine de minutes, moins, et puis on lancera la discussion. Bien, c'est moi qui suis honoré et particulièrement heureux de pouvoir avoir cet échange avec les personnes ici présentes, que je remercie pour être venu, comme on vient de dire, un vendredi soir. Bon, c'est pas le meilleur moment pour ce type d'activité, mais donc ça fait que ma gratitude est encore plus grande. Et je dois dire aussi que l'Institut en particulier et d'autres n'ont pas cessé d'organiser des activités sur ce sujet, sur ce qui se passe à Gaza, dont cette conférence en mars 2024, à un moment où, juste à côté, en France, on n'arrête pas de réprimer ce genre d'activité. Il y a 2 semaines, le colloque au Collège de France auquel j'ai été invité à participer a été annulé, comme vous le savez probablement, par l'administrateur du Collège de France sur intervention du ministre lui-même sous pression de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, c'est le nom, mais elle se spécialise dans le soutien à Israël, plus qu'autre chose. Il y a juste 2-3 jours, j'étais à Chalon-sur-Saône, où le maire, en dernière minute, a annulé la salle qu'il avait accordée aux organisateurs de la rencontre à laquelle je voulais participer. Donc à chaque fois, c'est des déplacements de salle. Collège de France, c'était le cas. Et là, Chalon-sur-Saône, c'est juste pour vous dire que bon, il est encore heureux qu'en Belgique, on puisse encore continuer ce genre d'activité sans annulation à répétition, comme c'est le cas en France. Et je dirais que c'est d'autant plus choquant, moi je trouve, que ça continue aujourd'hui après 2 ans de génocide absolument abominable. Tout le monde a vu, avec 2 ans d'acharnement, plus de 2 ans maintenant, d'acharnement. Vraiment d'acharnement qui relève du sadisme contre une population civile qui est déplacée, qui est assassinée, qui est affamée, toute la gamme y est. C'est absolument extraordinaire. Et alors, ce qui est choquant pour certains, c'est la critique de ceux qui commettent tout cela, plutôt que l'apologie de ceux qui commettent tout cela. Parce que cette apologie, elle existe, mais elle n'est pas réprimée. Vous n'entendez pas parler si jamais il y a des problèmes là, ça sera plutôt de la base que ça vient du mouvement étudiant ou autre chose qui peut essayer de bloquer
des événements de soutien à Israël, mais par contre, sur le plan du côté officiel, si vous voulez, c'est la parole de soutien au peuple palestinien qui est réprimée. Je trouve ça terriblement choquant, enfin, sur le plan moral, de voir comment ça fonctionne. Et eh bien, le terme génocide que j'ai placé dans le titre de cet ouvrage est lui-même un terme qui fait pousser de hauts cris pour beaucoup. Bon. Il faut dire que c'est moins le cas aujourd'hui, mais au départ, durant les premières semaines, les premiers mois, l'utilisation de ce terme, qui a commencé à se répandre parmi les personnes qui travaillent sur ces questions-là, eh bien, l'utilisation de ce terme même était stigmatisée comme, vous savez, une manifestation d'antisémitisme, la tarte à la crème de l'apologie d'Israël, toute critique d'Israël, comme vous le savez très bien, est taxée d'antisémitisme afin d'essayer de la faire taire, précisément comme on a vu en France, dans les exemples que j'ai donnés. Or, autant, au départ, donc, cela a été l'objet de toutes ces condamnations et un fait relativement minoritaire, depuis, au fil des mois, avec le carnage qui se poursuivait sans relâche à Gaza, eh bien, on a vu progressivement, donc, c'est la reconnaissance du fait génocidaire, eh bien, faire tache noire, si vous voulez. Et ça a été la multiplication des instances de reconnaissance. Ça va des enquêtes commanditées par l'ONU, ça va de l'action, bien sûr, il y a plus d'un an, de l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de justice. Ça passe par ce qui s'est passé au niveau de la Cour pénale internationale. Il y a un an également, un peu plus d'un an, les principales organisations de défense des droits humains, les organisations internationales de défense des droits humains, Amnesty International et Human Rights Watch ont tous deux publié des rapports qui reconnaissent et argumentent, bien sûr, documentent, si vous voulez, le fait génocidaire à Gaza, reconnaissance par des organisations de droits humains qui aboutit à ce que les organisations de droits humains d'Israël elles-mêmes font cette reconnaissance. C'était il y a quelques mois, coup sur coup, Médecins pour les droits humains, une organisation de ce nom en Israël, et surtout B'Tselem, qui est l'organisation de défense des droits humains la plus connue de l'État d'Israël, publie des rapports qui également vont dans le même sens que celui des grandes organisations internationales, celui de la reconnaissance du fait génocidaire. Et je souligne toujours le titre du rapport de B'Tselem que je trouve très courageux, très fort sur le plan moral. B'Tselem, l'organisation israélienne, a titré son rapport « Notre génocide ». Tout court, notre génocide, c'est un titre très fort pour une organisation israélienne. Je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi, bien sûr, vu toute l'histoire dont se réclame l'État d'Israël. Et donc ça a continué ainsi. Vous avez, il n'y a pas longtemps, l'Association internationale des universitaires spécialistes des questions du génocide, qui a une très large majorité des votants reconnu, enfin, adopté une déclaration qui reconnaît le fait génocidaire. Cette reconnaissance, elle est même fortement présente, et ça c'est peut-être le plus frappant, et on reviendra sur cette question, mais un sondage récent
montre que 40% des Juifs américains considèrent que ce qu'Israël a fait à Gaza est un génocide. 40%. C'est plus 10% qui sont indécis, ça vous fait moitié-moitié sur cette question parmi les Juifs américains. Donc c'est très impressionnant et ça montre en même temps aussi comment, comment ce fait-là est devenu très reconnu. Bon, alors, au niveau des institutions, c'est beaucoup moins le cas, enfin, je veux dire des institutions occidentales, des institutions européennes. Récemment, le Premier ministre espagnol a reconnu, enfin, utilisé le terme de génocide. C'est le deuxième État européen après l'Irlande sur ce terrain, mais la plupart des gouvernements européens continuent à refuser, disons, l'utilisation du terme, le plus souvent en s'abritant de manière hypocrite derrière, n'est-ce pas, le fait que bon, c'est aux historiens, aux juristes et tout, de trancher, mais nous, bon. Or, évidemment, vous le savez, ce n'est pas un débat historique, et encore moins un débat sémantique que cette question du génocide. Si les gouvernements soit refusent, soit essayent de se laver les mains face à ce problème, eh bien, c'est parce qu'il y a des conséquences pratiques. Si on reconnaît le fait génocidaire, eh bien, par exemple, l'accord qui a été cité, les accords universitaires avec Israël, ou l'accord d'association de l'Union européenne avec Israël, ou les accords bilatéraux nombreux entre États de l'Union européenne et plus la Grande-Bretagne, sans parler des États-Unis bien sûr, on est dans une autre catégorie là, avec Israël, eh bien, s'il y a reconnaissance du fait génocidaire, toutes ces relations devraient être interrompues. Or, ce n'est pas le cas. Mais enfin, la reconnaissance, en tout cas au niveau de l'opinion publique, au niveau, au niveau intellectuel, au niveau populaire, eh bien, n'a cessé de croître, au point que, je dirais, les termes du débat ont changé, au sens où, je mentionnais déjà dans mon ouvrage, mais je crois qu'on est passé du rejet véhément de l'appellation du terme génocide avec les accusations que j'ai évoquées. On est aujourd'hui passé à une situation où on peut parler en fait de négationnisme. Le fait est tellement reconnu que le nier, de continuer à nier la réalité du génocide relève d'un nouveau négationnisme. Et quand je dis nouveau négationnisme, ce n'est pas uniquement par rapport à la Shoah, parce que, juste pour préciser que ce n'est pas ce jeu-là de renverser ce qui a trait à la Shoah, mais tous les génocides engendrent, je dirais, un peu naturellement, surtout du côté des perpétrateurs, des perpétrants, engendrent des négations. Le génocide arménien, par exemple, très officiellement, même nié par l'État turc. Donc, on est là, on est face à un nouveau négationnisme. Cela dit, la contestation de l'usage du terme, aujourd'hui, ne se contente plus ou ne peut plus renvoyer à l'échelle du massacre. Au départ, c'était l'argument qui était avancé, en posant la barre très haut par rapport à la Shoah, mais
cet argument ne portait pas, vu que la notion de génocide est beaucoup plus extensive et que les mêmes gouvernements européens qui refusent le terme pour ce qui s'est passé à Gaza ont beaucoup insisté pour l'utiliser pour la Bosnie, où le massacre en chiffres relatifs et absolus était moindre que ce qu'on a connu à Gaza. Donc, aujourd'hui, avec un chiffre qui n'a cessé, qui ne cesse, c'est pas terminé, comme vous le savez, de gonfler, eh bien, la contestation de la notion de génocide se focalise sur un élément clé de la définition légale du génocide selon la Convention de 1948, elle-même fondée sur la base des leçons des génocides nazis, commis par les nazis, la notion de l'intentionnalité. Parce que dans la définition du génocide, dans cette définition de la Convention, le terme clé, c'est le terme de l'intention. Je vous lis la phrase clé de la définition, c'est les actes commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. L'intention. Eh bien, je dirais que l'intention dans ce cas de figure était, à mon sens, perceptible, je dirais même évidente, mais bon, au moins perceptible dès le départ, dès le tout départ, dès la réaction toute première de l'État d'Israël, du gouvernement israélien, au 7 octobre. J'ai moi-même, dès le 10 octobre, utilisé le terme de guerre génocidaire, disant nous sommes face à une guerre génocidaire, 3 jours, le 10 octobre. C'était en arabe, dans une chronique hebdomadaire que j'écris depuis de longues années. Mais de manière plus retentissante, un universitaire israélien basé aux États-Unis, Ras Segal, publie le 13 octobre, avant même qu'une semaine soit écoulée après le 7 octobre 2023, publie un article dans une revue juive américaine dont le titre est « Un cas d'école de génocide ». Alors c'est pour vous dire que dès les tout premiers jours, le caractère génocidaire de ce qui était mis en route était assez évident pour certains, de façon à justifier l'usage du concept. Alors, comment est-ce évident? C'était déjà évident, bien sûr, parce que quand on parle d'intentionnalité, la première chose que les gens cherchent, c'est les déclarations d'intention, si vous voulez. Eh bien, il n'en a pas manqué du côté officiel israélien. Celle qui a le plus fait de bruit, c'était la fameuse conférence de presse du ministre israélien de la Défense, le grand ministre de la Guerre, de l'agression, il faut dire, le 9 octobre, qui dit « J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza, il y aura un siège complet de la bande de tout le territoire, il n'y aura ni électricité, ni nourriture, ni eau, ni carburant, tout sera fermé, nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. » Bon, on est là, à tout le moins, dans une violation flagrante du droit humanitaire international, c'est-à-dire du droit de la guerre. Une violation tout à fait flagrante, puisque ouvertement, on a un État qui s'en prend à toute une population civile, à toute une population, toute la population du territoire, et placée sous siège. Et alors, à l'avenant, vous avez un certain nombre de déclarations, elles ont été répertoriées par beaucoup de rapports. Enfin, celle-ci était la plus forte sur une violation directe du droit de la guerre. Le crime, on est déjà dans le crime de guerre dès ce départ-là. Il y a ensuite l'objectif affiché, et ça on l'a moins dit, mais
c'est encore plus, si vous voulez, un indicateur d'intention génocidaire, l'objectif affiché de destruction du Hamas, d'éradication du Hamas. Pourquoi je dis que c'est un objectif qui révèle une intention génocidaire? Parce que cette façon de poser le problème, d'abord, ne fait pas de différence entre la branche armée de ce mouvement, qui s'appelle les Brigades Azedine Qassam, et qui a fait le 7 octobre, et le mouvement de masse politique qui s'appelle le Hamas, et qui a gouverné la bande de Gaza depuis 2007. On parle là donc d'une organisation qui a plus de 100 000 membres. Alors, se proposer comme objectif d'éradiquer cette organisation, c'est en soi un objectif génocidaire. Si vous placez comme objectif la liquidation de 100 000 personnes, eh bien, on n'en est pas loin au niveau des chiffres, j'y reviendrai. On est vraiment là aussi dans une intention génocidaire, hein, et le gouvernement israélien est très bien placé pour savoir la différence qu'il y a entre le mouvement politique Hamas, l'administration de la bande de Gaza et la branche armée. Aucune distinction n'est faite, c'est le Hamas qui est visé. Enfin, je dirais le plus important que toutes les déclarations, parce que finalement, les déclarations, vous pouvez avoir un génocide sans déclaration. Tous les génocides ne sont pas déclarés. Bon, il y a eu des hypocrisies dans l'histoire. Mais là, le plus indubitable, si vous voulez, le moins discutable, c'est le fait que les moyens, même qu'utilise l'armée israélienne, sont des moyens génocidaires. Le fait de bombarder un territoire parmi les plus densément peuplés du monde, une zone très largement urbanisée, très densément peuplée, de bombarder un tel territoire avec des bombes d'un calibre considérable, des bombes d'une tonne et d'une demi-tonne, des bombes livrées par les États-Unis par milliers, qui ne sont pas destinées à l'origine à être utilisées en milieu urbain, précisément parce qu'elles sont de nature à ne permettre aucune distinction entre civils et non-civils, et à faire un nombre considérable de victimes. En utilisant ce type de bombe sur ce territoire densément peuplé, avec près de 45% d'enfants dans sa population, c'est une population très jeune, que celle d'enfants de moins de 15 ans, que c'est une population très jeune que celle de Gaza, eh bien, vous avez là un moyen de combat qui est de nature génocidaire. Et quand vous faites cela sur une longue durée, eh bien, vous êtes en plein dedans, dans ce massacre abominable, qui en est à 70 000 victimes comptabilisées, si vous voulez, parce que cette comptabilité macabre, mais victimes directes. On est 70 000, dont, selon toutes les estimations de l'ONU et des agences, au moins 70% de femmes et d'enfants, et quand je dis femmes, c'est pas par sexisme, mais c'est simplement parce que les femmes ne sont, par définition, elles ne sont pas combattantes à Gaza. Le Hamas, pour des raisons idéologiques, n'a pas de femmes. Vous en avez, par exemple, je ne sais pas, les Kurdes du nord-est de la Syrie, là, vous avez des femmes blancs, mais le Hamas, c'est pas du tout ça. Il y a une grosse différence idéologique sur ce terrain. Donc déjà, vous avez 70% des victimes directes sont des femmes et des enfants, donc par définition des non-combattants. Et quant aux 30% qui restent, eh bien, je dirais que même sur ces 30% qui restent, la grande majorité ne sont pas des combattants. Ne sont pas des combattants, pourquoi? Eh bien, ça nous renvoie à un autre élément de ce débat. C'est le fait que les combattants
de tunnels considérables dans le sous-sol du territoire, donc de Gaza, et s'y réfugient. Ils ont les moyens d'échapper au bombardement israélien. Ils ont préparé cela depuis de longues années. Et ça vous montre, du même coup, la grande hypocrisie de l'argument des boucliers humains. Parce qu'on a beaucoup entendu le gouvernement israélien expliquer s'il y a des civils, nous les déplorons, c'est des dommages collatéraux, mais c'est parce que le Hamas prend les civils comme boucliers humains. Et puis le Hamas s'installe pour échapper à des bombardements dans les hôpitaux, donc on les bombarde parce qu'il y a le Hamas et les écoles, etc. Et là, c'est un argument d'une très grande hypocrisie. Le gouvernement israélien sait très bien que les combattants du Hamas n'ont pas besoin de boucliers humains. Ou quoi que ce soit, ils ont leur tunnel, encore une fois, et c'est tout à fait important. Donc, voilà, nous sommes devant un fait génocidaire, ou du point de vue des chiffres, lorsque l'on pourra faire un décompte, une estimation réelle du résultat de cette hécatombe, quand on pourra faire le décompte des victimes indirectes, qui sont beaucoup plus nombreuses que les victimes directes, quand on pourra faire le décompte de toutes les victimes directes, parce qu'il y a des milliers de non comptabilisés sous les décombres, et Gaza, vous avez vu, c'est un champ de ruines qui souvent, il y a plus d'un an déjà, les estimations des experts, c'était qu'il faudrait 15 ans pour déblayer les routes. 15 ans rien que pour déblayer l'énorme amoncellement de ruines qu'il y a, vous imaginez, depuis lors. Eh bien, à tout cela s'ajoutent les victimes indirectes, les morts, surtout les enfants d'ailleurs, par suite de la destruction de l'infrastructure de santé, par suite de ce siège qui a été imposé, par suite de la famine orchestrée par le gouvernement israélien, par donc, des suites de tout cela, vous avez certainement un nombre de morts indirects considérable, probablement plus grand que dans la moyenne des conflits. Et quand on sait que eh bien, les victimes indirectes, c'est entre 4 et 15 fois le nombre de victimes directes, selon les conflits, les conditions, etc., eh bien, on peut un peu s'imaginer de quoi il ressort dans ce génocide de Petri à Gaza. Bien, maintenant, ce génocide, l'action de l'armée israélienne se présente au départ, comme vous le savez, comme une riposte, comme un acte de représailles contre l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre. Alors je dirais tout de suite que oui, enfin, il y a eu des crimes de guerre ont été commis le 7 octobre. Je crois que c'est assez évident. Et j'ai moi-même décrit, je l'écris dans l'ouvrage et je montre là-dessus que le 7 octobre, je cite ce que je dis dessus, mais je le qualifie de mauvais calcul le plus catastrophique de l'histoire de la lutte anticoloniale. Parce que je pense que c'est une opération catastrophique du point de vue de ses conséquences, qu'elle a été fondée sur un mauvais calcul qui est terriblement mauvais, si vous voulez, de ce point de vue-là. Et en disant cela, je la situe en même temps dans l'histoire de la lutte anticoloniale, et non pas dans ce continuum qu'on a voulu faire, que le gouvernement israélien a voulu présenter, un certain nombre de gouvernements européens ont repris, et occidentaux, les États-Unis, un continuum avec la Shoah. Le 7 octobre sera le massacre de Juifs le plus important depuis la Shoah, parce que là, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a une filiation directe. Or, c'est une absurdité pour quiconque. Enfin, je veux dire, comparer l'acte
de gens qui attaquent à partir d'un territoire sous occupation, sous le droit international, asphyxié depuis de longues années, d'un peuple opprimé, d'un peuple expulsé de sa terre. Et d'ailleurs, notez que la majorité de la population de Gaza est réfugiée. Ce sont des réfugiés de 1948, de la Nakba, la grande majorité des habitants de Gaza. Eh bien, appeler cette action-là, ou comparer cette action-là, faire une analogie entre cela et les crimes des nazis vis-à-vis des juifs européens, eh bien, c'est une absurdité. C'est une absurdité totale. L'idée que les Palestiniens du 7 octobre, ceux qui ont fait le 7 octobre, ne l'auraient fait que parce qu'il y a des juifs en face, ils l'auraient fait par antisémitisme, et vraiment ça dépasse l'absurdité là. Je crois qu'il devrait être assez évident que quelle qu'ait été la religion des Israéliens, pour les Palestiniens, le fait de l'oppression, le fait de l'usurpation de territoire, tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens, n'aurait absolument pas changé. Alors, il se fait que c'est un mouvement qui se prétend parler au nom des Juifs, un État qui se prétend État juif, mais cela fait partie des circonstances, mais ce n'est pas ça qui est dans le fond de la résistance palestinienne à cette entreprise-là. Et donc, de ce point de vue-là, s'il faut placer cette action dans une perspective historique, c'est celle, bien sûr, d'une part de la lutte palestinienne, mais aussi, plus généralement, de la lutte anticoloniale. Et c'est à l'UFD, il y a un an et quelques, en mars, que j'avais souligné le parallèle entre un autre 7 octobre dans l'histoire de la lutte anticoloniale, qui s'était déroulé en Angola en 1961, qui est détaillé dans l'ouvrage, et qui ressemble de manière frappante dans les circonstances au 7 octobre, avec des conséquences tout à fait comparables à cela. Bon, donc je crois que le 7 octobre donc, est ce que je viens de dire. Je ne suis pas, je n'essaie pas de faire l'apologie du 7 octobre. Je dis que c'est une erreur de calcul. J'ai dit qu'il y a eu des crimes de guerre, c'est pas ça que je parle, mais je veux dire, dans l'éthique de ceux qui ont fait cela, eh bien, il y a un calcul qui frise l'irrationnel à mon sens et qui aboutit à ces conséquences catastrophiques. Mais il faut bien noter que même en supposant que la réaction d'Israël était une réaction légitime, comme on nous a dit par le gouvernement européen, on a parlé de légitime défense. Légitime défense d'une puissance occupante contre un acte de résistance de la part des occupés. Bon, alors, il faut rentrer dans les débats juridiques. Est-ce qu'il y a un droit de défense, une légitime défense de l'occupant contre les occupés? Est-ce que les actions contre l'occupation allemande en France, par exemple, quand elles entraînaient des représailles du côté des occupants, est-ce que c'était un droit de légitime défense des occupants? Bon. Mais laissons cela de côté, même en supposant, je veux dire, même en supposant qu'Israël réagissait avec droit, eh bien, le droit de la guerre, qui reconnaît la légitime défense, pose les conditions de cette légitime défense, dont la principale est la proportionnalité. Bon, vous voyez bien que ça n'a plus rien à voir. Et dès le début, dès les premiers jours, le premier jour, on voyait que la machine de guerre qui s'était mise en branle, eh bien, allait avoir pour conséquence un niveau de destruction et de massacre qui n'a rien à voir avec le 7 octobre. Et donc,
donc, on peut dire de ce point de vue-là que le 7 octobre a été finalement un prétexte, une occasion saisie par un gouvernement d'extrême droite pour perpétrer le génocide qu'on a pu voir dans le but, parce que c'est un génocide qui vise lui-même à autre chose, c'est pas un génocide qui vise l'éradication de toute la population, mais dans la définition c'est tout ou partie, la définition que j'ai lue. Il vise la destruction d'une partie de la population, mais dans le but de pousser le reste à partir. C'est un génocide dans le but d'un autre crime de guerre, d'un autre crime contre l'humanité, qui est l'épuration ethnique. Et je dirais le potentiel génocidaire est inhérent à tout projet colonial. Et l'État d'Israël ne fait certainement pas l'exception. Tout projet colonial, toute entreprise coloniale, et en Belgique, je crois, dans l'histoire du colonialisme belge en Afrique, on sait bien de quoi il s'agit, toute entreprise coloniale a un potentiel génocidaire. Parce que l'entreprise coloniale est fondée sur une dichotomie entre civilisé et barbare, et donc sur sur la considération que les colonisés, enfin la population du côté colonial, est quelque part sous-humaine. Il y a une déhumanisation, une sous-humanisation de la population dite barbare que les civilisés, dont les civilisés vont envahir, occuper le territoire. Alors, vous connaissez, je suppose, l'histoire du colonialisme, il y a plein de génocides dans cette histoire, avant même le terme et la catégorie juridique. Et en particulier le colonialisme de peuplement, quand on pense à l'Amérique du Nord ou à l'Australasie, on a des génocides à la clé de ces colonialismes-là. Les massacres jalonnent toute l'histoire du colonialisme, y compris à l'époque la plus moderne, c'est-à-dire après 1945, si vous prenez l'État français, par exemple, l'État français, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, au sortir de la lutte contre le nazisme, commet coup sur coup 2 effroyables massacres, l'un en Algérie, l'autre à Madagascar. Donc, c'est pour dire que le potentiel génocidaire, il est inhérent à l'entreprise coloniale. Cela dit, pour que ce potentiel se réalise, à l'époque moderne, c'est plus le XVIIIe siècle, ni même le XIXe, donc tout ce langage civilisé, barbare et tout, surtout après 1945, il n'était plus possible de la même façon en tout cas qu'il était auparavant. Donc, à l'époque moderne, ça suppose, sur le plan politique, une mentalité, une idéologie qui converge avec ce potentiel génocidaire. Or, les critiques d'Israël, surtout les critiques juives du sionisme, ont souligné dès le départ, avant même d'ailleurs que l'État d'Israël, mais que le projet même, le projet sioniste, est un projet dont la nature est droitière et un projet dont l'État, dont le produit, cet État d'Israël, ne peut que dériver vers la droite. Comme, encore une fois, toute entreprise coloniale, c'est, je dirais, naturel qu'un État fondé dans ces conditions-là, et pas, comme dire, une épuration ethnique, 1948, eh bien, va être un État dont la logique va pousser vers la droite, pousser la société et la politique vers la droite. Et eh bien, les gens qui ont mis en garde contre cela l'ont fait à un moment, y compris donc, au moment de la création de l'État d'Israël,
où cet État était dirigé par la social-démocratie, l'aile social-démocrate du mouvement sioniste. Bon, je vois que dans la salle, il y a des gens qui, comme moi, se rappellent bien des années où Israël, dans les années 60, jusqu'aux années 60, avait l'image, n'est-ce pas, d'un État de gauche, voire même d'un laboratoire du socialisme, qui bourse, etc. Eh bien, celles et ceux qui avaient prédit que inexorablement il y allait avoir, si vous voulez, une droitisation de tout cela, une dérive, donc on eut raison. 1977, le Likoud arrive au pouvoir. Le Likoud, c'est quoi? Vous le savez, c'est l'aile d'extrême droite, le régime mentioniste, c'est les héritiers de ce qu'on appelle le révisionnisme sioniste, Jabotinsky, admirateur de Mussolini, imitateur aussi du fascisme italien. Et cette aile-là à prendre le pouvoir en 1977, et depuis lors, dans les 48 ans qui sont écoulés depuis lors, 35 ans de pouvoir de Likoud. Donc le Likoud, maintenant, dans l'histoire est devenu la force dominante de l'État d'Israël. Et dans ce Likoud lui-même a connu une évolution, une droitisation, si vous voulez, entre Begin, au départ, après 77, vous avez, après le retour des travaillistes et la parenthèse d'Oslo, vous avez un personnage qui était perçu comme la droite du Likoud, qui est Ariel Sharon, qui a eu le pouvoir en 2001, après la provocation qu'il avait faite. Et selon Sharon, en 2002, c'est l'offensive, la réoccupation partielle la plus violente des territoires de 67, depuis 67. Il y a, 4 ans après, Sharon qui se retire, décide de retirer l'armée israélienne de Gaza et l'armée des colons, sous pression des militaires qui pensent que le coût de cette occupation est plus grand que l'intérêt que ça représente. Il y a peu de colons, comparé à la Cisjordanie, c'est Gaza attire moins. Donc il accepte de le faire, mais dans l'optique de renforcer le contrôle sur la Cisjordanie et en envisageant une annexion unilatérale de la Cisjordanie. Et alors là, vous avez des gens à la droite de Sharon, ça n'arrête pas, dont Netanyahou, qui devient leur figure de proue, qui démissionne du gouvernement en protestation contre ce retrait de Gaza, 2005. Bien. Et alors, ce Netanyahou, eh bien, il revient au pouvoir, et il était brièvement dans les années 90, revient au pouvoir en 2009, et s'y installe pour la plus longue durée pour quelqu'un au poste de Premier ministre d'Israël jusqu'en 2021, puis revient à la fin de 2022 avec, alors je dis toujours, pour quelqu'un qui suit tout cela depuis des années, depuis toutes ces années-là, mais enfin en tout cas depuis les années 70 certainement, je ne sais pas, il faudrait faire le compte du nombre de fois où vous avez vu dans les médias le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Mais ça n'arrête pas. Parce que à chaque le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Et effectivement, celui de décembre 2022, on commence à frôler la limite. Il est difficile de faire plus à droite que cette coalition entre le Likoud, que je qualifierais de néo-fascistes, et des néo-nazis, comme ils ont été qualifiés par un universitaire israélien, spécialiste de la Shoah, dans Haaretz. Il les a qualifiés de néo-nazis. C'était juste après la formation de ce gouvernement, début 2023, que vous savez ça en titre dans un entretien avec Haaretz. Ce sont des néo-nazis, les Ben-Gvir, les Smotrich et tout. Et bon, quand on pense au fait que Ben-Gvir est un héritier de ce qu'on appelle le kahanisme,
donc du mouvement de Meir Kahane, qui avait été proscrit en Israël même, dans les années 90, pour terrorisme. C'était un mouvement extrémiste et violent, et ça allait rester, sauf que ceux qui étaient proscrits dans ces années-là, pendant la période où les travaillistes étaient retournés au pouvoir et la période d'Oslo, eh bien, aujourd'hui, est devenu tout à fait, acceptable dans la société et la politique israélienne. Voilà. Donc, on a véritablement cette dérive inscrite, inhérente à la nature coloniale du projet, qui n'était pas inévitable, je le dis tout de suite. On aurait pu imaginer une évolution différente, une évolution qui aille dans le sens contraire, donc vers une désionisation de la société israélienne, mais on a pu y croire dans les années 90 en particulier, mais bon, le fait est que malheureusement ce n'est pas du tout ce qui s'est passé, mais plutôt l'inverse. Alors finalement, bon, je dirais que eh bien, cette guerre de Gaza, c'est un peu le sous-titre de mon ouvrage, eh bien, est un point culminant et je crois irréversible du discrédit de ce qu'on a appelé l'ordre international libéral fondé sur des règles. Un peu cette vision qui est celle de Roosevelt, Roosevelt pour les femmes, enfin, Franklin Roosevelt et évidemment Roosevelt, la vision qui aboutit à la création de l'ONU, de la Cour internationale de justice, la Déclaration universelle des droits humains, la Convention sur le génocide que j'ai mentionné, les conventions de Genève, les nouvelles conventions de Genève en plantain. Donc vous avez tout un paquet d'institutions, de législation qui tirent les leçons, si vous voulez, de la terrible expérience de l'entre-deux-guerres et de la guerre, et qui essaie d'imaginer un ordre donc, international pacifique. Hein. Et bon, très vite, tout cela est suspendu, si vous voulez, par la guerre froide. Hein, par la guerre froide qui va permettre toutes les violations de ce type de règles. Mais à la fin de la guerre froide, vous avez un renouvellement de l'espérance et une nouvelle couche d'institutions qui est créée. Eh bien, la Cour pénale internationale, hein, qui permet de juger les individus dirigeant dans les États. Bon, c'est une création d'après 90. La responsabilité, la résolution de l'ONU sur la responsabilité de protéger. Donc, des actions qui ont pour but la prévention du génocide, qui est un aspect clé de la Convention sur le génocide. Donc, la question de la prévention des massacres. Et alors, à nouveau, tout cela est de fait perverti par ce que je qualifie de nouvelle guerre froide, c'est le titre de mon ouvrage précédent, la nouvelle guerre froide, sur l'évolution des rapports internationaux après 1990. Les États-Unis, en particulier, après avoir paraphé, si on peut dire, l'accord de la Cour pénale internationale en 2000 s'en retire 2 ans après. D'ailleurs, Israël fera de même. Pourquoi? Parce qu'ils préparent, les États-Unis, l'occupation de l'Irak. Hein? Bon. L'occupation de l'Irak est une violation flagrante et énorme du droit international, des règles, tout ce que vous voulez. C'est une guerre qui viole de la manière la plus ouverte, qui contrevient de la manière la plus ouverte au droit international, en contournant complètement le Conseil de sécurité. C'est le deuxième contournement de ce type après la guerre du Kosovo de 1999. Mais enfin, bon, en même temps, vous avez quand même la prétention, disons l'illusion du maintien de ces valeurs libérales. Les gouvernements européens qui, par exemple, prennent leur distance par rapport à l'occupation d'Irak, le gouvernement français, le gouvernement allemand, les deux
plus grandes puissances européennes. Vous avez un président qui arrive après aux États-Unis qui était contre l'occupation de l'Irak, Barack Obama. Donc la prévention libérale, elle est toujours là. Et voilà, il arrive, bien coup sur coup, deux guerres qui marquent notre époque, sous une administration démocrate de celui qui était le vice-président d'Obama, qui est Biden. La guerre d'Ukraine, l'invasion russe de l'Ukraine et la guerre génocidaire à Gaza. Eh bien, la simultanéité de ces deux, l'énorme contraste entre les attitudes occidentales vis-à-vis de l'une et de l'autre, et dans le cas des États-Unis, beaucoup plus qu'une question d'attitude. Je qualifie, j'argumente la guerre de Gaza comme première guerre conjointe israélo-américaine. De toutes les guerres d'Israël, c'est la première qui est vraiment une guerre conjointe avec les États-Unis, qui n'a pu durer jusqu'à maintenant 2 ans sans l'appui permanent, continu des États-Unis, n'est-ce pas? Et l'appui politique également des États-Unis. Et à un moment donné, de l'ensemble des gouvernements occidentaux qui refusaient même les appels au cessez-le-feu, qui refusaient au niveau de l'ONU ou ailleurs les appels au cessez-le-feu. Les gouvernements européens au départ, au nom de la des droits et légitime défense d'Israël, soutenaient de fait la guerre que menait le gouvernement israélien avec son objectif déclaré d'éradication du Hamas. Donc, le contraste a été tellement fort cette fois-ci que je crois qu'il a discrédité de manière définitive et irréversible la prétention des gouvernements du centrisme libéral d'adhérer à des valeurs et à des règles. Et je crois que cette dévaluation par les libéraux, ceux qui sont censés être des libéraux eux-mêmes, je parle de libéraux sur le plan politique, des valeurs libérales, eh bien, cette dévaluation a grandement contribué et alimenté la poussée de l'extrême droite à l'échelle mondiale. Nous sommes dans une période de montée mondiale de l'extrême droite, une période que j'ai qualifiée d'ère du néofascisme, à l'échelle mondiale, y compris à l'échelle occidentale, et l'attitude des dits centristes ou libéraux ou autres, eh bien, a beaucoup contribué par leur adaptation à l'extrême droite plutôt que de la contrer directement. Eh bien, ça a contribué à faire le lit de cette extrême droite, et Biden en est une bonne illustration, dans la mesure où son attitude, son deux poids deux mesures et son attitude, eh bien, comment dire, de refus total d'empathie vis-à-vis de la population palestinienne, eh bien, elle a fait le lit du retour de Donald Trump, un retour d'un Donald Trump beaucoup plus ouvertement néofasciste qu'il ne l'avait été durant son premier mandat. Et d'ailleurs, Kamala Harris le reconnaît elle-même quand elle dit qu'elle n'avait pas réussi à pousser Biden à montrer de l'empathie pour les Gazaouis et que cela avait contribué à sa défaite, ce qui est avéré aux États-Unis. Finalement, mon dernier point, c'est que Gaza a également été l'occasion d'un service rendu par les mêmes libéraux à l'extrême droite, qui consiste à laver l'extrême droite occidentale de son passé antisémite, de l'antisémitisme. Les manifestations avec l'extrême droite contre l'antisémitisme, une extrême droite dont on sait parfaitement que le pédigré est antisémite, que l'antisémitisme est son fond de commerce idéologique depuis fort longtemps, eh bien, c'est une contribution de fait, c'est une facilitation
de la progression de cette extrême droite. Et on ne sera pas étonné de savoir que le gouvernement israélien, c'est le gouvernement d'extrême droite, le gouvernement élu, pour le reste de côté, le gouvernement librement élu, le plus à droite de la planète, c'est le gouvernement israélien aujourd'hui. Et bien ce gouvernement a joué un rôle clé dans cette absolution de l'extrême droite occidentale, de l'extrême droite européenne et américaine, de l'antisémitisme. Il y a quelques mois, vous avez eu la convocation d'une conférence contre l'antisémitisme en Israël, avec Jordan Bardella, Marion Maréchal, toute l'extrême droite, enfin une partie de l'extrême droite européenne, latino-américaine et nord-américaine bien sûr. Je ne sais pas du côté belge qu'il y avait, mais bon, et voilà. Et voilà comment ce gouvernement israélien fait s'allie très ouvertement avec les antisémites d'hier et d'aujourd'hui, parce que personne n'est dupe, ça reste partie de l'univers mental, sauf que, eh bien, aujourd'hui, le fond de commerce, si vous voulez, principal de l'extrême droite occidentale, ce n'est plus l'antisémitisme, c'est l'islamophobie. Et c'est là qu'il y a convergence avec ce gouvernement israélien. L'extrême droite israélienne ratisse large sur la base de l'islamophobie commune, au nom de, n'est-ce pas, de la lutte contre l'antisémitisme, sous-entendu l'antisémitisme étant le fait de tous ceux qui critiquent Israël, à commencer par les musulmans, les immigrés, pour les occidentaux, etc. Et de ce point de vue-là, bien sûr, c'est une vieille prédiction, n'est-ce pas, de Theodor Herzl, que les antisémites seront nos amis les plus fiables. Eh bien, on est à fond dedans, et c'est dans ce sens aussi que Kazan a contribué à un moment dans cette mutation historique qui nous a fait rentrer depuis quelques années, et maintenant de plus en plus dans cette poussée mondiale du néofascisme et de l'extrême droite. Voilà. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. C'était hyper intéressant et hyper instructif. Moi, je me demandais juste par rapport au fait de qualifier le 7 octobre de mauvais calcul, si c'était possible de réexpliquer en quoi c'est un mauvais calcul et en quoi c'est comme ça qu'il faut l'appeler. On prend plusieurs questions et puis... Oui. Déjà, merci beaucoup pour cet exposé très très clair. Donc j'avais aussi deux questions, une qui rejoint un peu celle-ci, à savoir, je suis aussi d'accord évidemment. Désolé, oui. Je suis allé d'accord quand on voit les conséquences évidemment donc, des attaques du 7 octobre et bien que vous ayez pris le temps de le replacer aussi dans le contexte anticolonial, qu'on puisse évidemment en tirer un bilan assez négatif. Je suis quand même forcément poussé à un certain degré à me poser la question de qu'est-ce qui reste comme perspective finalement à la résistance palestinienne, déjà pour reconstruire cette résistance-là, et aussi, c'est en tout cas un des objectifs que mon courant politique a notamment porté, mais pour remplacer la direction de la résistance palestinienne aussi par un projet peut-être un peu moins réactionnaire que celui du Hamas. Ça, c'est déjà une chose. Et deuxièmement, la question de la résistance armée, vous avez mis en avant l'évolution du débat public, et notamment en Occident, où au début, effectivement, toutes les voix étaient alignées, certainement les voix institutionnelles sur le discours israélien, le droit de défense d'Israël, etc. Puis progressivement, la reconnaissance du génocide s'est mise en place. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on ne voit pas corréler à cette reconnaissance du fait génocidaire une reconnaissance du droit, en tout cas pas forcément une reconnaissance du droit à la résistance, notamment armée du peuple palestinien. Je dis ça aussi parce que ce sont des débats qui ont agité énormément également dans le milieu militant, et ce jusqu'à la gauche et l'extrême gauche, où notamment dans les occupations d'université, c'était des points qui causaient d'énormes discordes dans les assemblées générales,
Et donc je me demandais si vous auriez une explication quant à ces réticences, quand on voit ce qu'il se passe de manière générale. Voilà, j'espère que j'ai été clair, mais merci beaucoup. Peut-être une troisième, et après on refera un deuxième tour de questions, hein, sinon ça fait... Est-ce que l'antisémitisme n'a pas toujours présidé finalement à la création de l'État d'Israël? C'est après tout un antisémite notoire, Balfour, qui a fait rédiger cette fameuse lettre qui leur promettait un État, enfin en tout cas un lieu de refuge en Palestine. Et comme le disent certains commentateurs, c'est parce que évidemment il ne voulait pas, ni lui ni un tas d'autres gouvernants européens, de juifs sur leur territoire. Et comme l'a dit ce commentateur, ils les ont vomi, les juifs sur les arabes. Et c'est toujours dans cette continuité que Israël finalement continue d'exister envers et contre tout, avec des soutiens d'États qui, dans leur histoire, ont été profondément antisémites et qui ont aujourd'hui échangé cet antisémitisme, comme vous l'avez très justement dit, contre de l'islamophobie. Bien. D'accord, merci pour vos interventions. On commence par la dernière. Oui, bien sûr, évidemment que l'antisémitisme est à l'origine de tout cela. Enfin, l'antisémitisme, le mouvement sioniste est une réaction, mais une réaction parmi d'autres, parmi les Juifs européens, à la montée de l'antisémitisme. C'est une réaction qui a été combattue par les autres courants comme étant droitière, comme étant coloniale, comme étant devant aller dans une certaine direction, comme on l'a expliqué. Mais la complémentarité, si vous voulez, qu'il y a entre l'antisémitisme et le sionisme, c'est Herzl, le premier, qui la souligne de la manière la plus claire. Donc le fondateur même du mouvement sioniste, je viens de le citer, et ça fait partie de ses textes, mais dans l'État des Juifs, un peu le manifeste fondateur, il est très clair, il dit que l'antisémitisme sera notre force de propulsion, la force motrice de notre projet. Et bien, la déclaration de Balfour, on dit peu que le seul membre du gouvernement britannique qui l'a refusé, qui l'a rejeté, qui était un ministre du nom de Montaigu, était le seul ministre juif du gouvernement de ce cabinet. Et ça commence à être connu, mais plus important encore, c'est qu'il la qualifie dans son mémorandum, là où il explique pourquoi il se désolidarise de cette déclaration, il la qualifie d'antisémite. Il dit que cette déclaration est antisémite parce qu'elle fait de la Palestine le foyer national des Juifs. Moi, en tant que Juif britannique, c'est une façon de me dire ton vrai foyer national, c'est pas la Grande-Bretagne, c'est ailleurs. Bon, bref, non, ça c'est des choses qui, je crois, sont bien connues. Voilà, cette utilisation par le sionisme, et même maintenant, aujourd'hui, cette convergence ouverte. C'est quand même un fait nouveau, qui est une convergence ouverte. Un fait nouveau après 1945. Parce qu'avant, il faut rappeler aussi que lors de l'arrivée des nazis au pouvoir, le mouvement sioniste a conclu un accord, l'accord Arab, dès 1933, et que la seule organisation tolérée avec sa publication en Allemagne nazie, non nazie, c'était la Fédération sioniste allemande. Il y a eu collaboration, dans tous les sens du terme, avec les autorités nazies pour, de fait, forcer les juifs allemands. Alors, c'était à l'époque où les nazis pratiquaient l'épuration ethnique avant le génocide, en 1941, eh bien, de forcer les juifs allemands à aller en Palestine, et, au lieu d'aller aux États-Unis ou en Grande-Bretagne ou ailleurs, parce que ça ne convenait pas. L'Union soviétique aussi.
Comment? L'Union soviétique aussi, en acceptant la création de l'État Oui, d'Israël. mais là, l'Union soviétique, c'est en 1948, c'est pas... Oui. Non, là, Se débarrasser des Juifs. je parle de la collusion entre le mouvement sioniste et l'Union soviétique, il n'y a rien à voir là-dedans, avec l'antisémitisme. Hein, c'est un autre sujet. Bon, maintenant j'en reviens au 7 octobre, c'est une question là-dessus. Alors tout d'abord, quand je dis que c'est le plus mauvais calcul, le mauvais calcul le plus catastrophique de l'histoire de la lutte anticoloniale, en plaçant cela dans la lutte anticoloniale, je crois qu'il est évident que donc, je considère qu'il y a un droit, évidemment, des colonisés à la lutte contre le colonialisme, et ça comprend le droit à la résistance par tous les moyens, y compris la lutte armée. Hein. Donc il y a une légitimité de la résistance, pas les crimes de guerre. Rien ne justifie dans n'importe quel cas et circonstance qu'on s'en prenne à des civils et encore moins à des enfants, mais ça je crois que c'est assez évident sur le plan du droit en général. Mais le fait qu'il y ait un droit à la résistance et à la résistance armée, y compris, devrait être évident. Maintenant, une fois cela dit, entre un droit et quel usage on fait de ce droit, il y a bien sûr une grande différence. Dire qu'il y a un droit à la résistance, ça ne veut pas dire que tout acte qui se réclame de cette résistance, ou qui s'inscrit dans ce contexte, est justifié et ou bien, bien réfléchi. Bon. Alors quand je dis mauvais calcul, pourquoi je dis mauvais calcul, eh bien, parce que si l'on s'en tient à ce que disent les organisateurs de cela, ce qui est dit le matin même du 7 octobre, dans la proclamation qui accompagne le début de l'attaque, eh bien, elle est présentée comme le début de la libération de la Palestine, avec un appel à tous les Palestiniens, où qu'ils se trouvent, à prendre tout ce qui leur tombe sous la main et à attaquer, y compris les couteaux de cuisine ou n'importe quoi. Bon, évidemment, les Palestiniens n'ont pas fait cela parce qu'ils mesuraient les conséquences de la chose. Le fait que l'Iran, le Hezbollah, etc., est entré en guerre avec nous, et puis le reste du monde arabe et islamique, et voilà, on marche droit vers la libération de la Palestine, d'autant que Dieu allait envoyer ses anges se battre avec nous. C'est exactement ça. C'est une proclamation très religieuse, d'ailleurs, à plusieurs aspects, mais qui a cette idée que, bon, on se lance dans tout cela, et avec l'aide de Dieu, on va parvenir à libérer la Palestine. Et là, c'est catastrophique. J'ai dit qu'à mon sens, il y a une dimension d'irrationalité, c'est le fait religieux, c'est la pensée magique. Parce que, sinon, eh bien, je veux dire, par un calcul froid et rationnel, il était évident que une telle opération allait entraîner un carnage abominable. Encore plus quand vous avez un gouvernement aussi extrémiste. Hein, et faire ce genre d'opération moins d'1 an après la formation de ce gouvernement, ça relève là aussi d'un mauvais calcul terrible. Bon, je donne un exemple. En 2006, le Hezbollah, mon pays, puisque je suis d'origine libanaise, le Hezbollah franchit la frontière et prend en otage 2 soldats israéliens. On tue quelques-uns et prend. Bon. Résultat, l'armée israélienne applique une nouvelle doctrine en 2006 et détruit largement les régions, y compris Jérusalem, dans le sud de Beyrouth, où le Hezbollah est la force dominante. Donc, les régions se trouvent aussi la communauté chiite, qui est la base sociale politique du Hezbollah. Alors, le secrétaire général Hassan Nasrallah, qui a été assassiné il y a 1 an, eh bien,
sa réaction après tout cela, c'est de dire, si j'avais su que les Israéliens, parce que c'était nouveau, c'est une nouvelle doctrine qu'appliquait l'armée israélienne, si j'avais su qu'ils allaient réagir de la sorte, je n'aurais pas autorisé l'opération. 2 otages. Alors, quand vous lancez dans une opération, ça vous octobre, et que cet otage, et que cette politique, cette doctrine militaire de dévastation, soi-disant pour dissuader l'ennemi, eh bien, elle est devenue une pratique courante, eh bien, moi, comme d'ailleurs beaucoup, ma première réaction quand j'ai appris ce qui se passe cet octobre, c'était de me dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Et je l'ai écrit le 8 octobre, le texte est là. Hein. En même temps, alors qu'il y avait une sorte d'exaltation, il faut dire, dans les milieux palestiniens, arabes, anticoloniaux, etc. Ah, waouh, quelle fantastique opération, elle en a rabattu le clavier de l'armée israélienne, etc. Ben, oui, mais la conséquence allait être terrible. Hein. La conséquence allait être terrible, c'était clair, je l'ai dit le 8 octobre. 2 jours plus tard, j'ai écrit dans Arabe un article qui disait que le déluge d'Al-Aqsa, puisque c'était le nom de l'opération, risquait d'emporter Gaza. Tout simplement. C'est ce qui s'est passé. Donc, c'était clair que un désastre allait s'en suivre et que, du coup, tout ce calcul sur la guerre de libération qui commence et Dieu qui va s'en mêler, eh bien, c'est un mauvais calcul, pour le dire comme ça, qui est catastrophique. Maintenant, quelle perspective il y a? Eh bien, il n'y a qu'à voir l'histoire de la lutte palestinienne. L'apogée de la lutte palestinienne, c'est 1988, c'est l'intifada, qui est le moment le plus fort de cette lutte, surtout du point de vue de ce qui est la seule stratégie rationnelle pour le peuple palestinien face à un État incomparablement plus fort sur le plan militaire et dominant sur le territoire. Hein, c'est pas une armée d'invasion comme l'armée américaine en Irak. Là, c'est un colonialisme de peuplement qui a créé un fait majoritaire par l'expulsion des autochtones. Eh bien, la seule stratégie qui fait sens, c'est de scinder la société israélienne, c'est de détacher le plus grand nombre possible d'Israéliennes du sionisme. Hein. Or, l'intifada, la lutte de masse non violente, parce qu'ils avaient eu l'intelligence et la direction de l'intifada, c'était la gauche palestinienne à l'époque. Elle avait eu l'intelligence d'interdire le recours aux armes, de dire non, surtout pas. Bon. Et ça a ébranlé la société israélienne, ça a créé une crise morale dans la société et dans l'armée israélienne, et d'ailleurs les accords d'Oslo, qui sont un marché de dupes, et là aussi tout ce qui a été expliqué dans cet ouvrage, je fais partie des personnes qui, dès le départ, après 1993, ont dit ça va dans le mur, c'est un marché de dupes. Hein, on était très peu à l'époque, parce qu'il y avait une euphorie terrible sur la paix. Bon. Eh bien, mais il n'empêche que les accords de Oslo, c'est le retrait de l'armée israélienne des zones peuplées, des zones palestiniennes peuplées. Et si ça a lieu, c'est à cause de l'intifada, c'est parce que cette armée ne veut plus, comme le disaient les militaires, on ne peut plus jouer le rôle de police. C'est pas. Bon. Et donc, il y a cela. Et il y a eu d'autres épisodes, d'autres tentatives d'aller dans ce sens. Malheureusement, ce qu'on appelle la deuxième intifada, elle est, avec Arafat aux commandes, elle est tombée dans le panneau de l'utilisation de l'armement léger qu'Israël avait toléré dans les mains des forces de sécurité palestiniennes. Bon, c'était une grande erreur, et ça a facilité Sharon et tout ce qu'il a fait. Mais il y a eu néanmoins des tentatives. En 2021, il y a eu un début de soulèvement en Cisjordanie,
en particulier, et parmi les Palestiniens citoyens d'Israël, en mai 2021. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Hamas s'en mêle, donne un ultimatum à Israël, et pour 18h du jour même, de l'ultimatum, et l'heure arrivée, bien entendu, pas besoin d'expliquer que pour Israël, c'est grotesque que le Hamas lui donne un ultimatum, eh bien, l'heure arrivée, il lance le roquette à partir de ça, et ça se transforme en nouvelle campagne de bombardement et contre des lancements de roquettes. Donc, on voit là aussi comment cette stratégie, à mon sens, mal placée, très mal placée de la lutte armée, croire que si on lance des roquettes sur Israël, on fait avancer la cause palestinienne, alors qu'Israël, à chaque fois, rend la chose au centuple, et que, du coup, parce qu'une direction doit aussi avoir la responsabilité de son peuple, hein, et donc viser à épargner les civils. Or, tout cela ne va pas dans ce sens très malheureusement. Il y a eu également des marches à Gaza même, des marches du retour qui ont été organisées par des indépendants, des jeunes en 2018, hein, ça a continué pendant plusieurs mois, jusqu'en 2019. Là aussi, le Hamas a mis le grappin dessus, et puis finalement, ça se termine par un accord entre le Hamas et Netanyahou. Arrêt du processus en échange de l'autorisation des envois de fonds du Qatar au gouvernement de Gaza, enfin au Hamas. Alors là aussi, il y a échec. Alors on me dit parfois, quand je dis des choses là, mais oui, mais les Israéliens ont tiré sur les manifestations. 2018-2019, vous avez quelque chose comme plus d'un an de manifestations. Effectivement, l'armée israélienne, Israël très délibérément, a répondu de manière très violente en essayant de dissuader précisément, parce qu'ils ne veulent pas de mouvement non violent. Donc, ce qu'ils font, c'est essayer de dissuader les gens de manifester. Et bon, mais vous avez eu combien de morts? 222, hein, quelque chose comme ça. C'est un chiffre, bien sûr, c'est beaucoup, mais par rapport à n'importe lequel des épisodes armés, c'est bien moins, surtout que ça a duré toutes les semaines, hebdomadairement, pendant des mois et des mois. Donc, tout cela pour dire que oui, il y a une autre perspective qui ne relève pas, je le précise tout de suite, d'un a priori non violent. Je ne suis pas dentiste. Je pense que, par exemple, la lutte armée contre l'occupation du Liban après 1982 était tout à fait justifiée et très rationnelle, et la preuve d'ailleurs, elle a finalement poussé ce qui a été vécu comme la première défaite d'Israël de se retirer du territoire libanais en l'an 2000. Donc, ça dépend des circonstances, du terrain, des rapports de force et de beaucoup de choses. Dans ce cas précis, je crois que eh bien, la perspective qui fait sens pour les Palestiniens, c'est tout ce qui peut contribuer à scinder la société israélienne. Or, des choses comme le 7 octobre, c'est l'inverse. Le résultat est catastrophique. Ça a soudé la société israélienne sur l'attitude la plus droitière possible. Les sondages sont effrayants. Hein. Vous avez plus de 80% qui se déclarent en faveur de l'expulsion des Gazaouis. C'est bon. Quand vous voyez, enfin, il y a eu plein de reportages et sur le fait que la soi-disant opposition d'Israël, la position officielle, n'est pas moins belliqueuse et finalement génocidaire en tout cas dans sa position déclarée, que ne l'est le gouvernement actuel. Donc tout cela est désastreux, mais alors, je termine par une lueur d'espoir, parce que toujours, mais
la seule que je vois, c'est celle que j'ai déjà citée en passant. Dans ce décor très sombre, la seule petite lueur d'espoir qu'il y a aujourd'hui, c'est le grand changement d'attitude des Juifs américains. Ça, je crois que c'est très important pour l'avenir, surtout que les jeunes Juifs américains, les sondages montrent, il y a plus de jeunes Juifs américains qui expriment leur sympathie pour les Palestiniens que pour Israël. Ça, c'est très important pour l'avenir. Il faut espérer que ça puisse, vu les rapports étroits qu'il y a entre les États-Unis et Israël et entre les Juifs américains et Israël, que cela puisse entraîner un nouveau départ dans l'autre sens, une évolution de la société israélienne, je veux dire, en se détachant du sionisme. On en était un peu là dans les années 90, il y avait en tout cas cette illusion. Il y a eu un développement chez les intellectuels de ce qu'on appelle le post-sionisme, qui, par exemple, remettait en question la judéité, entre guillemets, de l'État d'Israël. Ils disaient on veut un État de tous ces citoyens, on ne veut plus d'État défini par une appartenance ethnico-religieuse. Bon, tout cela a été balayé dans les années qui suivent, donc tout cela est réduit à une toute petite minorité aujourd'hui, parmi les Juifs israéliens, mais on peut toujours espérer que ça rebondisse à l'avenir. C'est pour ça que l'impact de ce génocide, il faut espérer au moins que ça puisse amener à une réflexion de fond et à ce résultat. En fait, je vois que l'heure avance, mais monsieur avait levé la main, donc il avait levé la main au premier tour, et puis Mathéo peut-être. Ah oui, donc on va, il est 8 heures. Je vais essayer de faire court, promis. Oui, merci. Bonsoir, merci beaucoup pour votre exposé, merci aussi pour le livre que j'ai lu avec un énorme intérêt. Il y a beaucoup plus encore à l'intérieur que ce que vous avez pu nous partager ce soir, je pense que c'est important quand même de le souligner. Une question que j'aimerais vous poser concerne le sous-titre. Vous avez quand même consacré une large part de votre exposé à la qualification de génocide. Ce qui m'intéresserait, c'est plutôt la question du tournant dans l'histoire mondiale. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, je vais quand même dire un tout petit mot de où je pose cette question. Je suis membre de l'Union des progressistes juifs de Belgique. On s'est associé en tant qu'organisation à la conférence de mars 2024 avec l'Institut Marcel Wittmann contre l'antisémitisme et son instrumentalisation. Et on a pris position publiquement pour dénoncer ce qu'on a qualifié de génocide à Gaza. Donc je ne rentre pas dans le débat par rapport à ce que vous avez justement décrit, à mon avis. Par contre, j'ai lu récemment un compte-rendu dans l'édition de lundi matin de cette semaine, rédigé par Yvan Ségré, un compte-rendu en 2 parties, une longue consacrée à votre ouvrage, critique, disons-le comme c'est, mais aussi à mon avis très éclairante, et une autre partie consacrée à l'ouvrage de Catherine Haas, Terres enchaînées. Il y a beaucoup de choses dans ce texte et il ne s'agit pas ici de rentrer dans un développement trop long. Par contre, il y a un élément moi, qui m'a beaucoup intéressé et je trouverais intéressant. Moi, personnellement, me nourrirait beaucoup que vous puissiez peut-être un peu approfondir une question qui pose, qui est celle de la qualification de ces génocides uniques à partir de 1945 et qui en fait met de côté un certain nombre d'autres massacres génocidaires, celui du Biafra, celui du Darfour, celui... Non, c'est pas l'argument qu'il nous donne. Il le cite. Non, parce que ce que je dis, c'est oui, génocide. Industriel. Un État. Le Biafra, c'est pas ça. Non, je vais y venir, mais il les cite quand même, et ça me paraissait important, notamment sur le Rwanda, où il y a la collaboration de l'État français. Mais par contre, et c'est là où je vous pose la question, il en arrive à la notion de génocide par rapport à la guerre en Irak. Et comme vous l'avez abordé ce soir, j'aurais bien aimé vous entendre de vive voix sur pourquoi vous ne situez pas le tournant à ce moment-là dans la redéfinition de l'ordre mondial, et notamment sur les politiques antiterroristes qui se déploient au niveau international. Merci beaucoup. Je
voudrais d'abord te remercier, Gilbert, pour ton exposé et aussi d'avoir accepté de passer chez nous alors que tu as un programme particulièrement chargé. Et donc, c'est toujours un plaisir, un très grand plaisir de te retrouver. Ceci étant dit, j'avais juste deux petites questions à te poser. Ce sont des petites questions. La première, à partir de ce que tu as dit sur l'antisémitisme et tout ce que l'on dit, tu as parlé de cette réunion à Jérusalem où la crème des fascistes à travers le monde se retrouvait. Et là, quelqu'un dont j'ai oublié le nom, et qui est, je pense, sous-secrétaire d'État ou quelque chose de semblable, responsable de la diaspora française, a dit « Les Juifs sont mieux en Hongrie, où il y a un antisémitisme d'État, qu'en France, où l'État, soi-disant, les protège. » Une fois qu'on a dit ça, c'est quoi l'antisémitisme? Est-ce que l'antisémitisme, c'est la haine du juif, le rejet des juifs parce que juifs? Ou est-ce que c'est maintenant autre chose? Est-ce qu'aujourd'hui, la notion même d'antisémité, que peut-on dire aujourd'hui à partir de tout ce que l'on fait, de l'antisémitisme lui-même, comment combattre l'antisémitisme et combattre l'antisémitisme, mais c'est quoi alors lorsque l'on dit cela, lorsque l'on défend, lorsque c'est ce type d'arguments qui sont mis en avant? Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, encore plus rapide, mais peut-être plus compliquée, tu as défini Gaza comme étant la première guerre conjointe israélo-américaine, et donc en particulier Biden, c'est-à-dire le centre libéral américain. Et là, ma question qui est très simple, encore une fois, c'est de dire, mais quel est l'intérêt de Biden là-dedans? Pourquoi aller comme ça jusqu'au bout? Quel intérêt avait-il à faire ça là-bas? C'est quelque chose qui m'échappe un peu, je comprends comme toi. Je me dis, quel est leur intérêt de faire cela? Quelques petites remarques. D'abord, sur l'offensive de la branche armée du Hamas le 7 octobre, ça m'a rappelé un vieux cours, il y a donc quelques années, d'un professeur de l'école royale militaire qui nous parlait de la guérilla. Il disait deux caractéristiques clés de la guérilla, c'est qu'il faut frapper un objectif qui doit être toujours justifié auprès de la population. Et deuxièmement, il faut toujours pouvoir se retirer pour reprendre des forces. Et donc on voit là une des questions très compliquées de ces actions armées, et je partage votre point de vue sur ce qui s'est passé le 7 octobre. C'est parfois même incompréhensible d'attaquer des civils qui font un festival machin ou des kibbutz. Donc j'ai vu par après des sympathisants des habitants de ce kibbutz qui disaient oui, mais nous on était relativement pro-palestiniens, on n'est pas des... Voilà. Et donc l'objectif et la méthode, à mon avis, n'étaient pas bons. Maintenant, j'ai une deuxième remarque, c'est la question de votre définition à la fois de la nouvelle guerre froide et de la montée de ce que vous appelez le néofascisme, c'est-à-dire prendre tous les problèmes par le biais géopolitique, politique internationale, etc. Ça me paraît très intéressant, mais je crois que le tournant dans l'histoire mondiale, il y a un deuxième tournant qu'on a difficile encore à vraiment prendre, c'est celui dans le domaine de l'évolution économique. Et on a coutume de dire le néolibéralisme c'est fini, le multilatéralisme économique, le libre marché mondial, etc. c'est fini, les droits de douane, la Chine, etc. etc. Et donc ça c'est une question qu'il faudrait approfondir, mais il y a une chose qui est absolument certaine dans tout ce qui est aujourd'hui de type politique économique, c'est un tournant relativement autoritaire. Par exemple, chez nous, les mesures d'austérité ne sont pas que des mesures d'austérité. Ce sont également des mesures idéologiques destinées à stigmatiser des parties de la population. Donc ce n'est même plus simplement un débat rationnel, disons, sur le budget, est-ce qu'il faut faire ci ou faut faire là. Non, c'est les profiteurs, c'est les... etc., etc.
Et donc à l'échelle internationale, on a aussi, à mon avis, ce genre de déplacement. Alors, une dernière remarque, c'est à côté de votre ouvrage qui me paraît absolument intéressant, il y a un ouvrage sorti, je crois, il y a un an et demi, de Enzo Traverso, Gaza devant l'histoire. Et une des thèses de cet ouvrage qui me paraît importante, c'est de dire qu'en fait, Israël, l'État juif, est parvenu de renverser sa situation de victime en bourreau. Donc de justifier par sa situation de victime pourquoi ils sont devenus des bourreaux, pourquoi ils peuvent tout se permettre. Donc je trouve que votre exposé a bien exposé cette espèce de renversement. Bien, merci beaucoup à tous. Alors je vais commencer par Yvan Segré. Bon, j'ai lu la très longue recension, il faut dire que c'est un peu trop long, de mon ouvrage. Malheureusement, c'est un tissu de sophisme, dans mon sens. Alors, il essaye de réfuter ce que je dis en disant, ça fait partie du tournant dans l'histoire mondiale, mais comme je l'ai expliqué, le tournant dans l'histoire mondiale, c'est ce que Gaza permet comme point culminant de discrédit qui est inscrit dans toute une série de gestes. Mais enfin, il conteste ma formule de premier génocide perpétré par un État industriellement, depuis 1945, perpétré par un État industriellement avancé avec le soutien de tous les gouvernements occidentaux. J'en connais pas d'autres qui correspondent à cette définition. Alors, pour essayer de réfuter cela, il dit, ah merde, l'Irak, il y a eu 500 000 morts du fait de l'embargo entre 1991 et 2003. Bien. On notait déjà qu'il s'agit de l'embargo, pas des deux actions, la guerre de 1991 ni la guerre de 2003, personne ne les a qualifiées de génocide. Mais cet embargo, est-ce qu'il avait pour intention de tuer 500 000? Bien sûr que non. Et ça, personne ne pourrait le démontrer. Donc, ce qui complètement gomme, c'est ce qui est central dans la définition du génocide, comme je l'ai expliqué, qui est l'intentionnalité. Deuxièmement, c'est un embargo qui est sous couvert de l'ONU. C'était la résolution du Conseil de sécurité, l'embargo sur l'Irak après 1991. Il est maintenu. Donc ce n'est même pas les États-Unis seuls, c'est l'ensemble de l'institution enfin, c'est le Conseil en tout cas de sécurité des Nations Unies, avec y compris Moscou et Pékin dedans. Donc, c'est un argument qui est pas bon, hein, tout simplement, c'est un sophisme. Bon, tout ça pour essayer de dire, ah mais il y a déjà eu un génocide perpétré en Irak par les États-Unis. Ben non, c'est pas ça. Selon la définition du génocide, non, on a la première fois qu'on a une guerre menée par un État industriellement avancé qui est ouvertement, comme pour toutes les raisons que j'ai expliquées, l'intention génocidaire, elle est affichée d'emblée, dès le départ. Il n'y a rien de semblable dans les autres guerres. Alors après, la Bosnie, c'est pas un État industriellement avancé, c'est pas avec le soutien de l'Occident. Donc, une fois, c'est une tentative de contourner le sujet qui me semble, pour ça j'ai dit vraiment relevé du sophisme. Bien. Alors, bon, reprenons les choses par peut-être cette question du néolibéralisme. Je crois qu'il faut faire une distinction entre le néolibéralisme et son volet libre-échangiste. Ce qui est fini, en tout cas très malmené, c'est le libre-échangisme. Il existe encore, il y a beaucoup de gouvernements européens qui déplorent, mais le néolibéralisme, ce même Donald Trump qui pratique un protectionnisme déclaré ouvert, continue à déréguler, et même à outrance. Il
dérégulation tous les jours. Hier, dans Financial Times, il y a tout un article sur tel ou tel volet de dérégulation, y compris des régulations liées à l'environnement, tout ça. Donc on est avec un gouvernement qui est à fond dans le néolibéralisme, dans son volet privatisation, dérégulation et tout cela, mais qui enlève, parce que la logique du néofascisme, qu'il y a en commun avec le fascisme un nationalisme exacerbé, eh bien, c'est normal le libre-échangisme, finalement. Vous savez, l'extrême droite a souvent pourfendu le libre-échangisme, le mondialisme, comme elle l'appelle et tout. Et là, on est, oui, là, c'est l'aspect, le protectionnisme qui va, enfin, qui est plus adéquat, plus en phase avec le reste de l'idéologie. Donc, voilà, je crois que cette distinction ici est importante. Sur le... Bon, dans ce contexte, pourquoi Biden? Pourquoi quelqu'un qui, lui, soutient le libre-échangisme, le mondialisme, tout cela, et qui même, une fois avec la guerre d'Ukraine, va essayer de redonner vie un peu au type d'idéologie de la guerre froide en convoquant des sommets pour la démocratie où c'est la Chine et la Russie qui sont les vilains, hein, mais bien sûr avec de grands démocrates comme Bolsonaro, comme Viktor Orban, tout ça, donc ils font partie des sommets enfin, assez grotesques dits pour la démocratie organisée par Biden. Bon, pourquoi ce Biden bien, fait tellement fi, y compris de l'idéologie du libéralisme qu'il représente, sur la question de Gaza? Eh bien, c'est une chose que je discute dans le livre. Et je dis très simplement, je crois qu'il n'y a pas comment dire, on ne va pas trouver des raisons matérielles ou des raisons de type intérêt dans cette affaire. Je crois qu'il y a une dimension ici idéologique incontournable. C'est le premier président des États-Unis qui n'arrête pas, depuis qu'il est à la Maison-Blanche, en tant que président, qui n'arrête pas de dire « je suis sioniste ». Bon, c'est quand même pas gratuit. Qui n'arrête pas d'expliquer son amour pour le sionisme, pour l'État d'Israël et tout cela. Alors, ça recoupe des intérêts bien connus, stratégiques de l'État d'Israël pour les États-Unis dans cette partie du monde, mais dans le cas de Biden, ça va loin. Donc là, on peut voir des différences. Par exemple, Obama était en conflit ouvert avec Netanyahou. Netanyahou participait pratiquement, s'ingérait dans la politique intérieure américaine en permanence auprès des républicains contre Obama. La guerre politique était déclarée. C'est pas pour dire qu'Obama a fait des merveilles, loin de là. Mais enfin, il est difficile d'imaginer, par exemple, Obama participant de contribuant à cette guerre de la façon dont Biden l'a fait, et aussi longtemps. C'est très difficile d'imaginer cela. Donc il y a une dimension qui est propre à Biden, bon, mais qui finalement, eh bien, quand Trump revient aux affaires, il porte cela encore plus loin. Parce que là, on est dans l'intérêt bien compris. Quel est l'intérêt? Les États-Unis, il faut toujours le dire, les gens croient que le rapport Israël-États-Unis, ça remonte avant la création ou pendant la création de l'État d'Israël. Or non, les premières décennies de l'État d'Israël, les deux principales sources de soutien de l'État d'Israël sont la France et l'Allemagne fédérale. Au niveau du financement et de l'armement de l'Allemagne fédérale, au niveau de l'armement et même le nucléaire, c'est la France. Moi, je dis toujours, j'étais dans mon lycée, je suis assez vieux pour cela, en 1967, les avions israéliens, c'était des Mirages. C'était pas des F quelque chose. C'était bon.
Et c'est après cela, à partir de la fin des années 60, du milieu de la fin des années 60, que les États-Unis vont virer. Et pourquoi? Parce que c'est le moment où la montée du nationalisme arabe et sa radicalisation à gauche eh bien, leur fait perdre du terrain, et ils sont même obligés de quitter, d'évacuer leur base dans le royaume saoudien. Bon, c'est là que sont les intérêts des États-Unis. C'est avec ces monarchies pétrolières, notamment la saoudienne, que se trouve le gros intérêt des États-Unis dans cette partie du monde. Avec Trump, c'est très clair. Trump a, je veux dire, pour Trump, les monarques du Golfe, c'est beaucoup plus important que Benjamin Netanyahu. Il n'en fait pas mystère, c'est très clair pour lui, c'est là que ça se situe. Mais alors, l'intérêt d'Israël dans ce contexte-là, c'est que c'est une plateforme militaire avancée qui peut intervenir sans problème avec le Congrès américain ou autre à tout moment. Et c'est pour ça que vous avez de fait une collusion entre l'État israélien et les monarchies pétrolières qui, soit dit en passant, auraient pu arrêter le massacre si elles avaient, je ne dirais même pas fait usage, mais je dirais, si elles avaient menacé de faire usage de l'arme pétrolière, de l'arme du boycott, comme il l'avait fait en 1973 quand c'était Sadat en Égypte. Eh bien, elles n'ont même pas menacé de le faire cette fois-ci. C'est bon, parce que ces monarchies pétrolières considèrent l'État d'Israël comme un allié de fait, un protecteur, un élément de leur dispositif de protection avec les États-Unis, bien sûr, contre l'Iran et contre tout ce qu'ils peuvent percevoir comme menace. Bien, sur le nouvel antisémitisme est une notion qui est créée à partir des années 60. Le premier à avoir utilisé la formule, c'était un général israélien qui avait dirigé les services de renseignement, même d'origine irakienne, qui explique, bon, maintenant, l'antisémitisme européen, c'est fini, le nouvel antisémitisme, il est arabe, il est anti-israélien, c'est ça le nouvel antisémitisme. Et cette formule va être amplifiée, développée, utilisée très largement par la suite. Bernard Lewis en fait un usage dans l'un de ses ouvrages. Et donc ce nouvel antisémitisme, tel qu'ils le disent, c'est en fait, maintenant on le dit de manière encore plus carrée, l'antisionisme est un nouvel antisémitisme. Je ne vous ferai pas l'affront d'expliquer la différence entre antisionisme, surtout que il y a y compris une organisation ici présente qui est antisioniste alors qu'elle est juive, mais le but, la façon dont cela a évolué, cette notion-là a évolué au cours des dernières années, qui va de pair avec la dégradation de l'image d'Israël. Ça commence avec la guerre de 67, ensuite l'invasion du Liban en 82, ensuite la répression de l'Intifada, ensuite les bombardements répétés de Gaza, très violents après 2007. Eh bien, cela entraîne le gouvernement israélien à renchérir dans l'instrumentalisation de l'antisémitisme et de la Shoah. Donc il y a un rapport, si vous voulez, direct, et les partisans de cet État à intensifier leur usage de ce concept très biaisé du nouvel antisémitisme. Alors ça contribue, à absoudre l'antisémitisme traditionnel. Et donc vous avez une situation où l'AfD, dont le pédigré remonte au nazisme très directement, eh bien l'AfD critique très fortement le chancelier allemand parce qu'il a suspendu des livraisons d'armes, il en est revenu. Enfin, il avait suspendu pour très peu de temps des livraisons d'armes à Israël. L'AfD l'attaque. Vous savez, donc les néo-nazis ou les descendants, si vous voulez, les héritiers idéologiques, qui font de la surenchère pro-israélienne. C'est là où on en est, avec l'utilisation de cette notion. Donc, moi je dirais,
si on doit parler de nouvel antisémitisme, au sens de qu'est-ce qui est aujourd'hui l'équivalent de l'antisémitisme, comme fonds de commerce de l'extrême droite européenne, comme cible privilégiée du racisme dans les pays occidentaux, c'est l'islamophobie. S'il fallait désigner un nouvel antisémitisme, c'est l'islamophobie et non pas l'antisionisme, loin de là. L'islamophobie qui est l'équivalent aujourd'hui de ce qu'a été l'antisémitisme auparavant. Bon, finalement, sur la... je voudrais juste... bon, ce qui a été dit sur la guérilla et tout est très correct, mais j'ai dit ce que je pensais de cette opération, mais je ne crois pas que l'intention était d'attaquer des civils et de tuer des civils, et surtout pas le festival de musique. Ils sont tombés dessus par là, ils n'étaient pas au courant. Ça, on le sait, ils ne savaient pas que ça existait. Et je crois qu'ils ont été surpris par la faiblesse de la ligne de défense israélienne. C'est-à-dire qu'ils croyaient que ça allait être un combat frontal avec... et qu'ils ont pu traverser, enfin, arriver dans les zones peuplées très vite et avec beaucoup moins de résistance que ce à quoi ils s'attendaient. Bon, tout ça, ce n'est pas pour excuser, comme je l'ai dit, je crois que tout, s'en prendre à des non-combattants est quelque chose d'intolérable. Bon, mais dans ce cas, je ne crois pas que c'était l'intention première. Je crois que d'ailleurs, dans leur intérêt, c'était prendre des otages, qui était leur intérêt, parce que vous voyez comment ils ont envoyé des otages plutôt que d'assassiner purement et simplement les gens. Et donc, une fois que des milliers de gens s'engouffrent avec beaucoup excédés par des années de pression, donc le pire arrive et le pire est arrivé.